La CENI attend être en possession de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la centrale électorale en examen au niveau de l'Assemblée nationale. Et quels sont les contours de ces réformes et quelles sont les matières qui seront abordées dans le cadre de ces réformes? Nous en parlons à travers ces numéros de votre magazine Paramètres. Mesdames et messieurs, bonjour à vous et merci de choisir Vert Pâturage pour nous regarder. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul pour présenter ou animer ce magazine. Je suis accompagné de Emeline Cambidio, à qui je dis bonjour. Bonjour Nico, bonjour à tous les téléspectateurs de votre magazine Paramètres. Bonjour à tout le monde, comme Nico l'a dit, la matière sera abondante aujourd'hui. Mais nous n'allons pas discuter seul, comme vous le savez. Nous avons ici un invité très spécial. Il s'agit de maître Hervé Diakessé, à qui je dis bonjour. Bonjour et bonjour à vos téléspectateurs. Alors je rappelle, maître, vous êtes avocat, vous êtes également porte-parole du comité laïque de coordination, mais également ancien porte-parole du mouvement Les Congolais debout. Comment ça se passe? Mais voilà, effectivement, comme vous l'avez dit, j'ai eu l'honneur de porter la voix des Congolais debout, surtout au grand moment de la lutte. Et comme toute organisation démocratique, notre organisation a connu quelques mutations et il y a maintenant une nouvelle équipe extrêmement dynamique qui s'est constituée et qui me fait l'honneur de recourir à moi de temps en temps comme dans les conseils de sages. Effectivement, jusqu'à ce jour, je continue à porter la parole du CLC, du comité laïque de coordination. Alors, comme l'a dit Nico dans son introduction, la CENI attend impatiemment la réforme de la loi organique portant au fonctionnement de la CENI. Maître, les citoyens lambda se posent d'abord la question, comment vous pouvez expliquer avec des termes simples, c'est quoi la réforme de la loi électorale? La loi organique qui porte l'organisation et le fonctionnement de la CENI a déjà été adoptée. C'est celle-là qui a permis la désignation très contestable de l'actuelle équipe de la CENI. Maintenant, c'est plutôt la question de la loi portant, la loi dite électorale, hein, donc portant organisation des élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales, municipales et locales. Et effectivement, l'enjeu est important parce qu'une fois qu'on a défini les cadres du fonctionnement de l'institution qui est la CENI, dont malheureusement les désignations ont totalement été contestables et en violation de l'esprit d'indépendance qui aurait dû prévaloir dans les critères de sélection des animateurs et qu'on a reconduit les mêmes systèmes de débauchage des acteurs pour faire partie de l'institution. Maintenant, la vraie question est les règles du jeu. Comment on va, quel style d'élection on va avoir? C'est ça maintenant la loi électorale proprement dite. La loi électorale doit répondre à des questions qui sont aujourd'hui fondamentales. Quel mode de scrutin? Est-ce qu'on reste à 2 tours des élections présidentielles? On regarde un tour ou on rentre à 2 tours? Si on rentre à 2 tours, donc il faut peut-être encore modifier la Constitution sur ces questions de 2 tours. On garde les seuils ou on ne garde pas les seuils? Surtout la situation de la participation citoyenne au contrôle du processus, l'affichage des résultats obligatoires, les observateurs, les déroulements de la campagne électorale. Donc il y a là un spectre des questions, peut-être on va y revenir parce que nous, le comité laïque de coordination, en concertation avec beaucoup d'organisations de la société civile, nous avions travaillé intensément pour l'élaboration du cadre de fonctionnement et de la CENI, c'était la loi portant l'organisation et le fonctionnement, et nous avions fait des propositions importantes sur ce que doit être la loi électorale. Comme par exemple? Nous avions justement fait au niveau du référentiel de la société civile. Alors voilà, concrètement, nous avons dit pour les élections présidentielles, commençons d'abord sur les scrutins, on doit revenir à 2 tours, pour une raison très simple. Les rôles dévolus à l'organe et à l'institution président de la République est très important en termes de stabilité et de la légitimation, en termes d'arbitrage sur le bon fonctionnement des institutions. C'est lui le commandant suprême des forces armées, de la police nationale et de tout ce qui est des forces de défense et de sécurité. C'est lui qui incarne la diplomatie de notre pays à l'étranger.
Et c'est lui qui est quand même les garants de l'unité nationale. Alors on ne peut pas avoir une personne pareille, hein, qui a toutes ces prérogatives-là, être élu à 20, 13, 10%. Ce n'était pas ça la volonté du constituant de 2006, si on veut, puisque, disons 2005, parce que la Constitution est entrée en vigueur, a été promulguée peut-être en 2006, mais elle a été votée au référendum par 84% de la population congolaise avant. Et c'était le résultat du compromis, en fait, de nouvel ordre politique déterminé à Sun City, et qui voulait que, justement, dans ce compromis politique global, nous ayons un président qui incarne un peu l'ensemble de la légitimité nationale. Ça passe quand même par le fait que s'il n'a pas la majorité absolue de voix au premier tour des élections, il puisse au moins au second tour agréger autour de lui des alliances qui lui permettent d'être suffisamment représentatif de l'unité nationale, parce que c'est lui les symboles de l'unité nationale. Alors, quand on est président de la République élu au premier tour, à un seul tour avec 25% de voix, c'est d'une légitimité totalement ridicule et qui peut jouer d'ailleurs très souvent sur sa crédibilité vis-à-vis de l'opinion. En plus, quand des élections sont totalement contestables et contestées, c'est un élément important. Donc voilà pourquoi on voulait revenir à deux tours. Nous voulions aussi apporter rapidement quelques éléments que nous trouvions essentiels à changer. Le seuil électoral. Nous trouvons que dans le système actuel, l'introduction du seuil est venue compliquer inutilement la manière d'attribuer les sièges. Déjà, vous le savez, les sièges sont à la proportionnelle. Non. Le seuil a été un élément qui a été introduit à l'occasion des élections de 2018. Nous n'avions, juste de 2006-2011, nous avions la proportionnelle, qui déjà était très difficile à accepter. Pourquoi? Parce que dans la proportionnelle, il ne suffit pas d'avoir le plus grand nombre de voix pour passer. Hein, c'est d'abord un scrutin des listes. C'est la liste qui a le plus grand nombre de voix qui, en ayant atteint le quotient électoral, fait passer un candidat. Ce qui peut faire que un autre candidat avec un peu moins de voix, mais parce que le premier groupe qui a accumulé des voix a déjà atteint les quotients électoraux, facilite à un autre candidat d'avoir... Voilà. C'était déjà très difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que notre population, globalement, et la plupart des gens sur Terre, considèrent que les élections les sièges appartiennent à ceux qui ont eu le plus grand nombre de voix. Point barre. Or, pourquoi on avait introduit la proportionnelle? Il faut toujours revenir au compromis politique global de Sun City et au nouvel ordre politique. On voulait refuser qu'il y ait le primat du groupe le plus majoritaire possible du pays sur l'ensemble des autres groupes qui manqueraient de représentants. Donc on s'est dit, il faut tout de même si les plus majoritaires vont engranger des voix, permettre l'émergence de la représentativité des opinions, bien que minoritaires, mais qui ont suffisamment recueilli des voix pour qu'elles puissent s'exprimer par elles-mêmes au risque d'étouffer les gens. Donc voilà, c'était ça le principe de la proportionnelle. Mais quand on vient déjà avec ce système qui est quelque peu compliqué parce qu'il est très technique, mais quand on vient l'aggraver avec le seuil, ça devient dangereux. Quelle était la philosophie du seuil? Le seuil veut que, avant d'attribuer le quota de sièges à un groupe, donc l'admissibilité au calcul, on puisse d'abord appartenir à une force politique qui, sur l'ensemble des circonscriptions, sur toute l'étendue du territoire national, a atteint le plus grand nombre de voix. Ok? Donc c'est ça qu'on appelle le seuil. Donc on veut dire, voilà, si on a 1 million d'électeurs, ne peuvent compétir au calcul de voix, par exemple, ceux qui ont eu au moins 500 000 voix. Donc, ce qui veut dire qu'un électeur de Malemba Nkulu peut
voir le candidat qui a eu le plus grand nombre de voix ne pas être admis au calcul des sièges, simplement parce que le parti auquel il appartient, s'il est fort à Malemba Nkulu, mais n'a pas assez eu de voix à Mwanda, ni à Gemena, ou encore à Arouara ou ailleurs. Alors, ça, c'est très difficile à comprendre. On a voulu en réalité introduire la démocratie des partis. Donc, c'est plus les partis qui prennent le pas sur les élus. Or, la volonté du constituant était, bien que nous soyons dans un système de partis politiques, puisqu'il y a même des candidats indépendants, c'est que les élus ne sont pas les élus des partis, ils sont d'abord les élus de leur circonscription. C'est pourquoi leur mandat n'est pas impératif. Alors, lorsque vous introduisez les seuils, vous introduisez un élément aggravant et compliquant encore plus la dévolution de voix. Pourquoi? Parce qu'on veut des partis qui contrôlent les élus et donc, enfin, des conséquences, des autorités morales qui dictent la loi. Et ça biaise la volonté du constituant. Donc voilà l'une de nos premières réflexions, c'est il faut écarter les seuils. Il complique. Déjà, on rentre à la proportionnelle qui est déjà compliquée, comme je vous l'avais dit. Si en plus vous ajoutez les seuils... On s'habitue quand même avec la proportionnelle et on va avec. Exact. Pour une raison simple, quand nous revenons des accords des Sun City, l'un des éléments, comme vous saviez, de la guerre, c'était les revendications identitaires et aussi les réclamations de nos populations, certaines de nos populations qui s'estimaient minoritaires et mises à l'écart. Et qu'il fallait aujourd'hui permettre une éclosion démocratique et la participation institutionnelle à tous les groupes politiques qui pouvaient avoir un minimum de voix suffisant pour qu'ils puissent l'exprimer par eux-mêmes au sein des institutions. Alors, donc ça c'est pour nous un élément important. Revenir aux deux tours, supprimer les seuils, garder la proportionnelle parce que en soi c'est le moindre mal par rapport à d'autres systèmes dont la proportionnelle au plus fort reste. Maintenant sur les critères d'éligibilité, déjà là, on s'est posé d'ailleurs des questions. Est-ce qu'il faut que les gouverneurs continuent à être élus au second degré par les assemblées provinciales? Est-ce qu'il faut que les sénateurs eux-mêmes soient élus? Alors, premièrement, on s'est dit, comme réflexion, parce que sinon ça va demander peut-être de changer les constitutions, c'est à quoi on s'oppose carrément, c'est plus un problème d'individus et de la nature du scrutin qui amène cette tendance à monnayer les voix. Premièrement, on s'est dit, il doit être prohibé les candidatures, les multiplicités des candidatures au scrutin de même rang. Ça veut dire, par exemple, un scrutin de premier degré, les scrutins de même rang, c'est les législatives nationales et les législatives provinciales. On ne peut pas à la fois être candidat député national, candidat député provincial. Non. Vous pouvez peut-être être candidat gouverneur et combiner l'un des deux scrutins, candidat sénateur et combiner l'un des deux scrutins, ça se conçoit parce que un est du premier degré et l'autre est du second degré. Ou candidat président de la République et candidat député national ou député provincial. Mais vous ne pouvez pas, dans ces scrutins du même rang, être à la fois candidat député national et député provincial. Et l'autre corollaire de cela, c'est qu'il doit être interdit qu'une même personne ait pour suppléant un membre de sa famille. Épouse, fille, fils, frère, sœur, cousin. Si vous vous retrouvez donc, il a postulé comme député national et député provincial. D'un côté, il a mis pour suppléant madame à l'Assemblée nationale et suppléant son fils à l'Assemblée provinciale. Et lui-même postule comme sénateur. Et où il a mis comme suppléant son cousin. Et quand il est nommé ministre, toute la famille, un a pris le Sénat, un autre a pris l'Assemblée provinciale, un autre a pris l'Assemblée nationale. C'est ridicule. Ce n'est pas républicain. Il faut qu'il y ait un verrou clair et net de la loi.
on invalide les candidatures. Exactement pour que vos propositions soient prises en compte. Apparemment, vous Alors, communiqué. permettez... Non, nous avions communiqué, mais les gens ont été trop emballés d'abord dans la première séquence de désignation des animateurs, ce qui était important. Et du coup, l'attention n'a pas été attirée par les propositions du référentiel que nous avions rendu public. Mais si la nécessité de revenir, c'est d'où l'importance et la pertinence de ma présence dans votre émission de qualité, c'est pour continuer à en parler. Qu'on en parle en français, qu'on en parle en lingala, en kikongo, peu importe, que nous sensibilisions parce que bientôt l'Assemblée nationale va statuer. Qu'est-ce que vous faites? Nous avions... Tout le monde qui a la possibilité de suivre la télévision. Exactement. Donc il faudrait quelqu'un sur les terrains justement pour sensibiliser. Y compris vous aussi. Vous faites la sensibilisation, nous faisons avec nos paroisses, avec les organisations citoyennes. Et nous allons d'ailleurs continuer davantage parce que l'actualité de l'heure attire l'attention. Nous avions aussi d'autres soucis. À un moment donné, il fallait sensibiliser et combattre pour RAM. Il fallait aussi résister au forcing sur la CENI. Alors, non, ça ne nous a pas écarté, mais c'est parmi les priorités de la population. Les gens sont en train de se faire spolier avec l'argent. Vous leur parlez d'élections, ils ne vous suivent pas. C'est une affaire de bon sens. Sinon, vous revenez tout le temps sur les élections. On a d'autres priorités, notamment RAM. Alors, permettez juste rapidement pour que je vous donne... Donc, je vous ai parlé de cette prohibition de double brassard, selon la terminologie habituelle. Nous avons aussi dit... surtout pendant la campagne électorale, on a estimé que c'était très important. Il doit être interdit 3 mois avant. Que les gens commencent, 3 mois avant la campagne électorale, à procéder à des dons, à des réhabilitations des ponts ou des choses comme ça. C'est déjà une pré-campagne. Oui, déjà, donc ça doit être interdit. Et pendant la campagne, il n'y a pas de dons. Vous avez votre programme, vous avez vos affiches, vous avez vos t-shirts, ça suffit. Venez expliquer ce que vous avez à faire. Par exemple, cette habitude de laisser croire qu'un député peut arranger un pont, acheter un groupe électrogène, c'est un mensonge. Ce n'est pas ça le rôle du député. C'est cela la mentalité du Congolais. Non. Mais justement, voilà pourquoi nous sensibilisons sur la question pour que ce soit intégré dans la loi. Que tout candidat qui sera surpris en train de le faire, on invalide sa candidature. C'est extrêmement important. Parce que cette culture crée quoi? Elle crée des dépenses extrêmement onéreuses de la part du candidat, donc il achète ses voix. Et qu'est-ce qu'il fait quand il passe? Il part aussi rentrer dans ses frais. Donc c'est pourquoi il monnaie ses votes, il monnaie ses positions à l'Assemblée nationale ou à l'Assemblée provinciale. Donc si en amont, nous rendons la campagne la moins coûteuse possible, parce que ce n'est pas les tralala et les folklore, et que nous expliquons qu'un député, ce n'est pas son travail de construire des ponts ou des routes, etc. Lui, il contrôle le gouvernement et il fait les budgets. Là, ce serait vraiment quelque chose d'important. Autre chose, toujours par rapport à ça, d'ailleurs, toujours sur le moyen à mettre en œuvre, ceux qui sont revêtus des mandats publics, on doit veiller à ce qu'ils ne fassent plus de campagne avec les moyens de l'État. Donc, quand on sait que tel ministre est candidat, s'il va dans une mission officielle et qu'il en profite pour aller rendre visite à sa base, entre guillemets, on invalide sa candidature. Il doit faire les choix. Parce que si c'est pendant la campagne qu'il fasse sa mission de député, plutôt de candidat député, et qu'il démissionne. S'il a préféré rester en fonction le plus longtemps possible, alors il doit éviter de combiner ses fonctions et ça. Exact. Et enfin, mais ce n'est pas la seule chose, peut-être nous aurons d'autres occasions pour rentrer un peu en profondeur dans ce qu'on avait dit dans notre référentiel. Nous voulons qu'on rende obligatoire pour tout candidat le fait d'afficher clairement l'appartenance politique, son appartenance politique pendant la campagne. Il faut que son affiche précise s'il est de l'UDPS, il est de l'UDPS. S'il est du PPRD, il est du PPRD. S'il est du MLC, il est du MLC. S'il est d'ensemble, il est ensemble. Donc s'il est aussi indépendant, il est indépendant. On ne veut plus juste voter numéro tel sans qu'il puisse nous dire « je suis en train de compétir dans quelle famille politique ». La population a eu des désagréables surprises. On a vu de toutes les couleurs. Exactement. Les députés sous les labels. Voilà. Et puis, voilà.
Et qu'il appartient plutôt à une autre... Alors, et il vous dit qu'il avait oublié de vous les dire. Donc tout ça, c'est quand même du mépris pour le souverain suprême qui est le peuple dans la désignation de ses animateurs. Donc il faut que les gens soient suffisamment informés et avertis pour qu'ils fassent un choix éclairé. Toute manière de contourner ou de controuver ou de pervertir le choix doit désormais être très sévèrement sanctionné. Donc voilà un peu les ambitions que nous avons, sont des ambitions de vouloir juste que les choses se fassent dans la transparence. Alors, une assurance, c'est la prise en compte. Alors la vraie question est, qui doit prendre en compte? Vous voyez? Parce que les élections ne sont pas un cadeau qu'on fait. Les élections, c'est notre droit. C'est le seul moment où nous tous ici, y compris le président de la République et n'importe quel autre citoyen congolais, avons exactement la même voix qui compte. Pour nous, les CNC, nous sommes les dépositaires du sacrifice des martyrs qui ont été tués sur les parvis des églises, qui ont été tués lors de marches, des revendications. Pas parce qu'ils voulaient être président de la République, député, ministre, ou quoi. Non, ils voulaient juste que nos voix comptent. Et vous devez réaliser une chose. Si nous allons continuer les cycles électoraux de tricherie en tricherie, nous risquons de perdre le Congo dans sa stabilité. Ce n'est pas une affaire qu'il faut prendre à la légère. Tous les secteurs de la vie nationale de notre pays sont bloqués parce que nos politiques sont illégitimes. Et la lisibilité de leur appartenance politique est d'une rare opacité parce que personne n'aime être dans l'opposition. Donc dès le départ, parce que les modalités de leur désignation n'ont pas obéi aux règles de transparence. Raison pour laquelle nous allons insister sur ceci. Et Denis Kadima a dit quelque chose lors d'une interview chez vos confrères, je crois de la VOA, je pense, que c'est qu'aussi il faut vraiment respecter l'obligation d'afficher les résultats, bureau de vote par bureau de vote. Et nous allons lancer bientôt la VIGICIEL, qui est la vigilance citoyenne électorale. C'est les mécanismes qui voudra qu'au-delà des mécanismes d'observation, etc., tous les citoyens, après avoir fini de voter, restent devant les centres de vote. Là, c'est au niveau du CLC. Le CLC... en connivence avec non, c'est encore... je ne veux pas lancer un scoop, mais c'est une initiative citoyenne qui est en train d'être lancée. Mais le CLC avait déjà fait ça, hein, mais lors des dernières élections, ce qui nous tenait lieu des élections était totalement chaotique. Mais donc ça, ce sera que tous les citoyens restent devant leur centre de vote, veillez à leur voix. Aucun membre de la CENI ne quitte son bureau de vote s'il n'affiche pas les résultats. Entre nous, c'est la moindre des choses. Vous imaginez une compétition sportive, un match de foot, où c'est fini, l'arbitre siffle sans qu'on sache quel est le score. C'est juste impossible. Donc voilà. Maître, en revenant sur les réformes de cette loi que tout le monde attend, alors il y a déjà des inquiétudes par rapport à son caractère consensuel. Et qu'en dites-vous? Parce que déjà dans les coulisses au niveau de la cité, on en parle et ça inquiète. Évidemment, ça doit inquiéter. Ça doit inquiéter parce que nos gouvernants, chaque fois qu'ils sont au pouvoir, commettent exactement la même erreur. Ils pensent que l'organisation des élections, c'est leur prérogative à eux. Or, les élections sont en train de qu'on organise, c'est pour disposer du prochain mandat. Donc, ce sont les pendules qui reviennent à zéro. Nous sommes à égalité. Vous n'organisez pas les élections selon votre entendement ou par rapport à votre positionnement. On organise les élections par rapport à toutes les parties prenantes. Parce que sur les questions des élections, nous, en tant que population, nous sommes à égalité. Et tous les autres, en tant que candidats potentiels, sont à égalité. Donc, il n'y a pas un groupe majoritaire, parce que vous n'êtes pas encore en majorité, c'est le peuple qui va vous désigner. Vous soupiez d'ailleurs, nous, souverains pris. Alors, maintenant, comme certains ont le pouvoir de faire les lois, d'autres d'en proposer et d'autres de les exécuter, ils ont tendance à croire que les élections ne peuvent se faire que comme eux l'entendent. Sauf que les résultats, on se retrouve toujours après les élections, dans une situation pire qu'avant les élections. Et cette fois-ci, les paramètres sécuritaires, économiques et sociaux démontrent que nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'une crise post-électorale parce que la stabilité de notre pays
risque d'en pâtir lourdement. La résurgence du repli identitaire et tribal est devenue extrêmement élevée, donc les risques de confrontation de la population est grave, et le peu d'acquis même économiques, des stabilités qu'on a, nous risquons de les perdre, et ça n'en vaut pas la peine. Donc qu'est-ce qu'on fait? On réunit toujours ce qu'on appelle un consensus électoral. Ça veut dire que toutes les parties prenantes doivent s'entendre sur la règle du jeu. Par exemple, comment nous entendons qu'une élection soit transparente? Par exemple, on veut que tout le monde affiche les résultats. On veut qu'on ait la possibilité de capturer les résultats par des moyens Android, etc., pour que ce soit opposable. On veut que les observateurs et les témoins soient partout. On veut juste des règles transparentes. On veut que les sites internet de la CENI rendent publics les résultats pour que la Cour constitutionnelle ne vienne plus vous dire vous n'avez pas été en mesure de prouver voilà, exactement. Donc, on veut juste que les élections soient transparente, démocratique, comme le veut la Constitution. Mais est-ce que l'Assemblée nationale a confiance? L'Assemblée nationale, c'est par elle qu'il faut passer. Sinon, alors... Est-ce qu'elle inspire confiance? Mais écoutez, pour le moment, j'estime qu'elle a prêté main forte à un mécanisme assez compliqué dans la désignation des animateurs. Donc, elle a marché dans un camp. Mais qu'est-ce que vous attendez d'une assemblée où la majorité s'est alignée devant, auprès du camp du chef de l'État qui est candidat et qui s'est déjà déclaré? Alors, raison pour laquelle il faut un consensus. C'est dire, les amis, vous avez choisi votre camp, vous êtes des politiques et c'est normal. Vous devez choisir votre camp. Mais alors, comportez-vous en conséquence. Vous ne pouvez pas à la fois être partisan et déclarer que vous allez élaborer des règles impartiales. Donc il faut maintenant un cadre autour duquel nous nous mettons tous d'accord, vous comme camp, les autres comme camp, les autres comme société civile. Ok, voici les principes, ça, on le coule dans les lois. C'est l'unique manière justement pour éviter d'avoir des élections galvaudées au service d'un camp. Mais qu'on ne s'y trompe pas, cette fois-ci, nous avons tous les mécanismes pour contrecarrer la fraude. Ne vous y trompez pas. Alors, et on y va étape par étape. Denis Kadima affiche la volonté de faire quand même les choses normalement, mais il s'est plaint également dans le retard qu'on est en train d'accumuler aujourd'hui, parce que justement, elle n'est pas encore en possession de cet outil, de cet instrument juridique pour lui permettre de relancer ses activités. Oui, c'est vrai que la CENI n'est pas législateur. Et les législateurs, bon, on l'a vu, je pense que dans leur ordre du jour, ils ont certainement des textes liés à la loi électorale, je l'espère. Mais si ces textes se font au forceps, donc selon la lecture du camp actuel qui est au pouvoir et dont le président de la République est déjà déclaré comme candidat, on n'est pas sorti de l'auberge, malheureusement. Et nous, qui côtoyons la population et qui circulons lors des sensibilisations, et vous qui vivez et analysez l'histoire du présent, vous le savez qu'actuellement la question tribale est extrêmement exacerbée et que les replis identitaires, ce n'est pas quelque chose avec laquelle il faut blaguer, et que notre pays, au moindre sursaut de confrontation, nous risquons même de ne plus avoir cette démocratie. Cette question tribale est reprise dans votre cahier de charge? Non, non, nous sommes restés sur les textes. Mais vous ne pouvez jamais élaborer un texte sans tenir compte du contexte de l'environnement dans lequel il évolue. Nous sommes arrivés dans un contexte politique où vous sentez dans l'opinion et dans les dires et dans le propos de la grande partie de la population un désintérêt, un rejet et une frustration et une colère lente et sourde qui est toujours exploitée et qui pourra être exploitée contre de groupes ethniques donnés parce qu'on les considère comme forcément étant partie prenante à leur misère. C'est ce qu'il faut éviter. Et la seule manière de l'éviter, c'est de jouer la transparence dans la règle du jeu. Dire que nous sommes tous Congolais,
Nous n'avons choisi ni nos tribus, ni nos familles, ni même ces pays. C'est Dieu qui nous l'a donné et c'est une richesse. Donc il n'existe pas et Dieu a tellement bien fait les choses que nous n'avons pas dans ces pays un seul groupe ethnique qui à lui tout seul peut démographiquement s'imposer à l'ensemble de la population. C'est une grande chose que nous ayons eue. Donc il n'y a pas un groupe qui s'impose parce qu'il est majoritaire. Continuons à exploiter cette richesse-là et permettons que tous ceux qui sont en mesure de postuler le fassent. Qu'on évite vous savez, les principes consensuels aussi dans des élections, c'est d'éviter d'élaborer des règles de loi qui visent en fait à écarter des candidats. Les élections doivent être inclusives. Donc aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne, je l'ai déjà dit sur d'autres médias. Nous avons normalement, mettons, 3-4 pôles de pouvoir aujourd'hui où on sait que naturellement la classe politique est en train de se positionner. Vous avez celle du président de la République, Félix Tshisekedi. Donc c'est un pôle de pouvoir qui a ses alliés et tout, pas par rapport à l'exercice actuel, mais par rapport aux prochaines élections. Donc on sait que il a des gens qui les poussent, lui-même s'est déjà déclaré, c'est normal qu'il soit candidat. Vous avez Martin Fayulu, qui était candidat la dernière fois, qui persiste à continuer sa lutte et qui s'affiche certainement pour être Moïse Katumbi. Jean-Pierre Bemba aussi, qui a donc ça veut même faire 5. Alors, autour du camp de Joseph Kabila, où moi j'ai mis un bémol, lui n'est plus éligible. Il n'empêche qu'il y a un camp politique autour de lui. Ce camp politique aussi peut faire surgir un autre candidat. Et vous avez Moïse Katumbi. En tout cas, je vois normalement que, peut-être je peux me tromper, hein, et d'autres qui peuvent surgir, pourquoi pas moi. Mais au moins je me dis, voilà, donc, autour de ces 5 personnalités, on peut se dire que, logiquement, la compétition se fera entre elles. En précisant que pour les camps de Kabila, pas Joseph Kabila, il n'est plus éligible. Donc dans ces cas, laissez-les compétir. Laissez-les juste compétir et clarifier les règles du jeu. Dans la question, les élections, pour qu'elles soient inclusives et acceptées, il faut déjà qu'en amont, tous ceux qui doivent être candidats le soient. Ne commencez pas à créer des règles du jeu en catimini à la dernière minute pour en réalité chercher à écarter les gens et vous assurer comme ça une victoire confortable. Mais c'est ce que nous vivons déjà, mais on parle déjà de verrouillage de certaines dispositions de la Constitution. Voilà, Noël Tchani arrive avec sa proposition de loi pour verrouiller les postes de responsabilité au niveau. Il me semble que pour d'abord, ce n'est pas une proposition de loi Noël Tchani, parce que les propositions déjà, dans le temps, c'était ces députés Nsingi Pouloulou qui avaient porté, donc ça aurait été une proposition de loi Nsingi Pouloulou. L'Assemblée nationale ne l'avait pas retenue parce que c'était inconstitutionnel. Elle visait premièrement à créer une catégorie de Congolais de seconde zone, alors même que la Constitution a déjà déterminé les critères de la nationalité, en oubliant que si nous avons abouti à cette Constitution, c'était suite à un long processus qui a abouti à un accord de paix à Sun City, et que la même Constitution dit qu'on ne peut pas avoir des lois qui créent une discrimination entre Congolais pour tout ce qui concerne notamment l'accès au mandat public, que des discriminations soient liées à la religion, à l'ethnie ou à tout ça. Donc il faut aussi, et puis derrière tout ça, en fait, vous entendez même des propos très nauséabonds. Des propos nauséabonds derrière les termes des pères et des mères, c'est presque racisant. Hein? Donc ça veut dire que vous avez tout à coup des Congolais à la loyauté en demi-teinte. Donc ils sont seulement 50% loyaux. Alors si vous commencez à prendre la liste des gens qui ont collaboré avec l'ennemi et porté les armes contre ces pays, on peut
sérieusement s'est posé des questions. Des gens qui ont pris des armes sont venus avec les étrangers et ont occupé des parties du territoire national, lesquelles parties ont connu des massacres des populations congolaises avec l'appui de l'étranger. Mais si vous prenez quelqu'un comme Mamadou Ndala, d'illustre mémoire, il n'était pas congolais à 100%, mais il est notre plus grande fierté qui soit. Vous ne pouvez pas en douter un seul instant. Donc c'est un faux procès, c'est un procès nauséabond qu'il faut dénoncer avec vigueur parce que ça instille dans l'opinion publique qu'il y a des individus à la loyauté douteuse uniquement parce que l'un des deux parents n'a pas la nationalité congolaise. Alors, ce sont des individus qui vivent au Congo, qui sont nés au Congo, qui ont investi au Congo et qui rayonnent à partir de notre pays. Et on a des individus totalement douteux qui, d'ailleurs, n'ont eu aucune empreinte réelle sur l'émergence de la vie congolaise, à part en créant comme ça une sorte d'apartheid. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer parce que la loyauté ne se mesure pas à la couleur de la peau. C'est sur l'implication dans l'amélioration du sort de nos populations. Oui, madame. Alors, maître, tout à l'heure, vous parliez de la question de l'inclusivité, mais cela nous renvoie à une autre question sur le sérieux de parties prenantes. La société civile qui est de temps en temps colorée par une obédience politique, le gouvernement qui ne se montre pas impliqué dans la chose. Quel est votre commentaire par rapport à cela? Non, votre question est fondamentale, mais la question est surtout aussi le sérieux de ceux qui sont appelés à appliquer les règles du jeu, parce qu'ils sont tenus constitutionnellement de les faire. Ce n'est pas la société civile, hein, c'est ceux qui sont au pouvoir actuellement. Et hier encore, nous étions tous dans la rue contre Joseph Kabila, en disant qu'il ne respectait pas ses engagements constitutionnels, qu'il était hors mandat et qu'il persistait à rester au pouvoir et qu'il avait instrumentalisé la CENI ainsi que la Cour constitutionnelle à son service. Aujourd'hui, ce sont les mêmes accusations qu'on va apporter. Mais là, nous sommes à la veille de fin mandat du chef de l'État parce que 2023 est l'ultime année. Alors, il est important que nous puissions tous nous entendre sur les règles du jeu. Et les règles du jeu que nous demandons sont des règles qui sont déjà dans notre Constitution et les quelques principes qui doivent tenir compte de l'expérience désastreuse passée pour éviter cela. Donc oui, nous devons être sérieux parce qu'ici, nous ne jouons pas seulement les élections. Nous jouons la survie de la démocratie dans ces pays et la survie de l'unité nationale. C'est ça que nous amenons comme interpellation. Donc il ne s'agit pas seulement de savoir qui prendra place comme président de la République, comme ministre, comme député, mais surtout comment nous allons sauvegarder ces Congos. Nous allons le sauvegarder parce que nous allons respecter les règles de transparence, nous allons les sauvegarder parce que nous ne créons pas de la discrimination entre compatriotes, parce que le Congo n'appartient à personne. Personne n'est né avec un morceau du Congo dans son berceau pour commencer à décider quand est-ce qu'il les cède et à qui il les cède. Donc nous tous, nous avons droit, nous tous, nous pouvons compétir. Et aujourd'hui, on connaît plus ou moins les camps politiques en place. Félix Tshisekedi est candidat, c'est une très bonne chose. Martin Fayulu est candidat, c'est une très bonne chose. Jean-Pierre Bemba est candidat, c'est une bonne chose. Moïse Katumbi est candidat, c'est une bonne chose. Le camp Kabila, puisque lui ne peut plus être candidat, va trouver quelque chose, c'est une bonne chose. Laissez le peuple trancher. C'est le peuple qui doit trancher, pas des gens qui vont chercher à faire une sorte de tambouille là pour commencer à sélectionner et se faciliter la tâche. Ils ne passeront plus. Alors maître, on va terminer. Alors lorsque vous regardez, eh bien, les élections c'est déjà demain parce qu'il nous reste très peu de temps. Alors au vu du temps qui nous reste, la CENI n'a pas encore publié son calendrier qui est évidemment différent de la feuille de route qu'elle venait de rendre au public. Est-ce qu'on n'aura pas connaître du retard dans le processus électoral de manière globale? Mais c'est une évidence, bien sûr que si. Mais surtout, il y a un problème. On va revenir exactement à la case de départ dans la situation dont je vous parlais tout à l'heure. Parce qu'il y a des mandats pour lesquels la Constitution a déjà pris une position claire et nette. 90 jours avant l'expiration du mandat de l'actuel président de la République, il faut que les élections présidentielles aient déjà été organisées. Si vous partez du principe que Félix Tshisekedi
a été élu et est entré en fonction, il a prêté serment, je ne sais plus, au mois de janvier 2019. Donc, vous vous dites que 90 jours avant janvier 2019, on est plus ou moins, je crois, en septembre 2023. On doit organiser les élections présidentielles. C'est ça la volonté du constituant. Et avec lui, y compris les autres mandats électifs qui tombent automatiquement à expiration, qui sont les mandats des députés nationaux et les mandats des députés provinciaux et des sénateurs. Donc vous comprenez un peu tout ça. À un moment donné, nous devons être sérieux sur ces genres de questions. Parce qu'après ces moments-là, si Félix Tshisekedi persiste à rester en fonction, il suffirait seulement de ressortir les vidéos où lui-même disait quelle était la situation de Joseph Kabila à ce moment-là. Donc, raison pour laquelle, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec vous. Nous n'avons fait que prendre du retard, à tel point qu'on se pose la question si ce n'est pas voulu. Une question par rapport à la femme. Déjà, en ce qui concerne les élections de gouverneurs, il y a eu 67 dossiers de candidature, mais malheureusement, 11 femmes qui se sont présentées. À ce jour, est-ce que vous voyez une femme à la tête du pays? Pourquoi pas? On a bien vu des femmes, aujourd'hui, en tout cas, sauf erreur de ma part, je ne veux pas que notre pays soit dans une politique discriminante vis-à-vis de la femme. Ni sur le plan salarial, à ma connaissance, même s'il y a beaucoup de choses à faire, surtout sur le plan politique, il n'y a aucune règle qui empêche les femmes de compétir. Et oui, pourquoi pas? Moi, s'il y a une femme à la tête du pays, ce serait vraiment une bonne chose. Alors, c'est déjà la fin, maître. Vous êtes parole LC. Quelles sont les perspectives du comité laïque de coordination? Oui, il est toujours là, en train d'accompagner le peuple congolais. Il a tenu, le CELS a tenu récemment son congrès de rénovation et des perspectives, justement, pour voir d'où nous venons et comment adapter aujourd'hui notre combat par rapport aux exigences dans un contexte démocratique, mais aussi maintenant, il se pose la question d'accompagner les élections dans une réelle et effective transparence pour éviter que notre pays se retrouve dans des situations ingérables. Et nous espérons qu'avec une forte mobilisation de notre population, nous parviendrons à créer ce contrepoids qui va dissuader toujours les velléités des tricheries de pouvoir prospérer. Et nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, nous réussirons. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Madame, Messieurs. C'était question. Nous avons eu sur ce plateau Maître Hervé Diakessé. Nous avons dit il est porte-parole du comité laïque de coordination, mais également ancien porte-parole du mouvement Les Congolais debout. Maître, nous vous disons merci. Avocat de profession, oui. Merci, Maître, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine.